200 millions de femmes et filles sont victimes d'excision dans le monde, un chiffre qui interpelle à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les mutilations génitales féminines, célébrée ce 6 février. À suivre également dans cette édition les dossiers de la 2 consacrés ce soir à la lutte contre le terrorisme, notamment dans les localités de Kafolo et Togo. Et puis le Sénégal dispute ce soir la 3e finale de CAN de son histoire ce dimanche 6 février face à l'Égypte. Bonsoir, merci de suivre le 19h. Ce 6 février marque la journée internationale de tolérance zéro contre les mutilations génitales féminines. Cette pratique recouvre l'ensemble des interventions qui consistent à altérer ou à léser les organes génitaux de la femme pour des raisons non médicales. Les filles qui subissent ces mutilations génitales féminines font face à des complications à court terme telles que des douleurs intenses, des saignements excessifs, des infections et des difficultés à uriner ainsi qu'à des conséquences à plus long terme pour leur santé sexuelle et reproductive et leur santé mentale. Plus de 200 millions de filles et femmes et de jeunes filles ont subi des mutilations génitales et au moins 4 millions de jeunes filles sont exposées à cette pratique chaque année selon l'UNFPA, Fonds des Nations Unies pour la population. Ici en Côte d'Ivoire, l'enquête démographique de santé de 2011 à 2012 a indiqué une prévalence nationale autour de 38% avec une forte tendance dans certaines régions du pays. Il s'agit des régions nord et nord-ouest avec un taux de 70%, de 57% à l'ouest, 50% au nord, au centre-nord, 21% au nord-est, 20% au centre-est et 13% au centre. Des membres du gang qui a perpétré le braquage sur l'axe Biancouma ayant causé la mort de l'opérateur économique libanais opérant dans la filière café-cacao ont été épinglés. C'est une action d'éléments de la police criminelle de Mans en fin de cette semaine. Parmi ces personnes arrêtées figure un agent des eaux et forêts. La correspondance de Gervais Kouassi du bureau régional de RTI Mans. Il aura fallu qu'une seule semaine aux éléments de la police criminelle de Mans pour mettre le grappin sur la bande des criminels auteurs du braquage qui a coûté la vie à l'opérateur économique acheteur de café cacao, Adnan Maki, de nationalité libanaise. En attendant de retrouver tous les individus de la pègre, 5 d'entre eux, dont un agent des eaux et forêts, ont été épinglés. Ils ne se sont pas fait prier pour passer à table. C'est le travail qu'on a fait là, c'est que là, braquage. Les deux là, on les trouve avec les armes. C'est dans un sac de riz. Ça, moi, je l'ai trouvé avec. Quand il a sauté avec les armes là, en même temps, on a commencé le travail là. L'arrestation de ces dangereux criminels est la résultante d'une enquête minutieusement menée. D'abord, on a interpellé un premier dans un domicile à Gbepleu, qui était le domicile même des 3 malfrats. On a trouvé un jeune homme là-bas, qui est même leur complice, parce qu'il a un maquis, il détenait un maquis où ces derniers venaient faire toutes leurs transactions et leurs réunions. Et donc ils sont tous ensemble, on l'a pris, et par lui, on a pu mettre la main sur l'agent des eaux et forêts, qui s'appelle Poadio Kwame Eli, alias Oumar. Bon, tantôt il se fait appeler Kamagaté Oumar, il se fait parler, bon voilà. Donc c'est comme ça qu'on a mis la main sur cet agent des eaux et forêts. C'est avec ce dernier on l'a interrogé. Suite à notre interrogatoire, nous sommes arrivés chez lui aux environs de 1h du matin, où nous avons trouvé les 2 autres malfrats qui dormaient tranquillement. Et c'est là que nous avons aussi pris les armes des malfrats et autres. La police nationale dispose d'atouts nécessaires pour élucider les crimes de tout genre. Servir est notre vocation. Et corps et âme, nous sommes engagés à pacifier nos régions, nos villes, nos contrées. La police a les moyens aujourd'hui, où que ce soit, d'élucider toute enquête. Les enquêtes sont toujours en cours pour démanteler tout le réseau des braqueurs et mettre la main sur les fugitifs où qu'ils se trouvent, même en dehors du territoire national. Ailleurs, la question sensible du statut d'observateur pour Israël au sein de l'Union africaine n'a pas été tranchée ce dimanche 6 février. Un débat était prévu au 2e jour du 35e sommet de l'organisation qui se déroule depuis samedi à Addis Abeba en Éthiopie, mais finalement, il n'a pas eu lieu. À la place, il a été décidé de créer un comité chargé d'étudier la question.
Le Maroc est sous le choc ce dimanche au lendemain de la découverte du corps sans vie du petit Ryan tombé accidentellement dans un puits en début de semaine et retrouvé mort malgré 5 jours d'efforts acharnés des sauveteurs suivis dans le monde entier. Il a fallu 5 jours aux secouristes pour parvenir jusqu'à l'enfant âgé de 5 ans. Ryan était tombé accidentellement mardi dans le puits asséché de 32 mètres, étroit et difficile d'accès, creusé près de la résidence familiale dans le village d'Irhan, dans la province de Chefchaouen, dans le nord du Maroc. À présent, les dossiers de la 2. La Côte d'Ivoire a connu des attaques terroristes en 2020 et 2021, des attaques qui ont fait 16 morts dans les rangs de nos soldats et freiné quelque peu les activités des zones touchées. Depuis les dernières attaques, l'armée ivoirienne a fortement contribué à endiguer le phénomène. Une opération militaire, mais surtout une collaboration avec les populations. Notre équipe de reportage s'est rendue à Kafolo et Toubo pour faire l'état des lieux de cette collaboration entre l'armée et les populations, mais aussi les conséquences du terrorisme sur le mode de vie des populations. Lutte contre le terrorisme à Kafolo et Toubo, une approche globale est un dossier signé Alassane Parguendrabo et Kader Bachil. À l'ouverture ce matin, le célèbre Kafolo Safari Lodge présente une bien triste mine. Le complexe hôtelier et animalier créé en 1968 et auquel ce petit village du nord-est de la Côte d'Ivoire doit sa réputation, a perdu son lustre d'antan. C'est pourtant ici que logeaient les nombreux touristes venus faire un safari dans le parc national de la Comoé. Depuis les différentes attaques terroristes survenues à Kafolo, l'hôtel a définitivement fermé ses portes. Plus aucun touriste n'y vient. Barthélemy y a été embauché peu avant 2008. Aujourd'hui, ce jeune de Kafolo passe ses journées à se tourner le pouce. Une oisiveté qui crée en lui la colère vis-à-vis des terroristes. Ils ont gâté nos bonnets ici. Ils ont gâté nos bonnets. Et puis on est là comme ça, on ne sait pas comment on va finir. À quelques mètres de là, nous retrouvons Bassoman Diabaté. Ce jeune du village fait partie des volontaires qui sensibilisent les populations sur les dangers liés au terrorisme. Si un étranger arrive et que vous ne le connaissez pas, alertez tout de suite le chef du village. En retour, il ira le signaler aux militaires. Si un étranger arrive et que nous ne le connaissons pas, nous informons le chef du village pour savoir qui est-il, d'où vient-il. C'est la raison pour laquelle nous avons beaucoup de stabilité dans le village aujourd'hui. Par contre, nous ne pouvons plus aller au champ pour cultiver. Dans le village, grâce à Dieu, il n'y a aucun problème. Mais dans le champ. Mais pourquoi vous ne partez plus au champ? Les terroristes sont dans les champs. Si tu les croises, sais-tu ce qu'ils te feront? Dans la nuit du 10 au 11 juin 2020, une attaque contre l'armée ivoirienne a été perpétrée à Kafolo. Malheureusement, 14 soldats y ont perdu la vie. Le lundi 29 mars 2021, une nouvelle attaque a encore visé les forces de défense et de sécurité. Depuis, les habitudes des populations ont bien changé. Des attaques successives, vraiment ça va abattre la population. Mais si tu te trouves seul dans la brousse ou bien à la pêche ou bien au champ, tu as des craintes. Tu as toujours peur, tu te dis que peut-être que ceux-là sont là, mais ce sont des gens aussi qui sont dans les forêts, cachés dans les forêts. Bon, vraiment, ça a arrêté momentanément nos activités. Aujourd'hui à Kafolo, le défi de la cohésion sociale est entier. Plus de 300 éleveurs Peuls ont dû quitter le village, soupçonnés de complicité avec les djihadistes. Beaucoup sont déplacés, surtout les Peuls. En ce qui concerne les Peuls, d'autres ont été interpellés et à la suite de ça, d'autres ont quitté les lieux. Mais pourquoi ils sont partis? C'est ça, je ne sais pas. Je me pose la question. Le fleuve Comoé qui traverse le village, d'ordinaire fréquenté par les populations majoritairement pêcheurs, ne l'est plus. Et pour conséquence, une flambée des prix du poisson sur le marché du village. Le poisson qu'on paye à 200 francs avant, aujourd'hui, tu as 500 francs, tu ne peux pas avoir ces mêmes poissons. Il ne peut plus aller au loin, c'est mis tout près et le prix, le poisson qu'ils ont, ils sont obligés de vendre ça cher pour pouvoir se nourrir aussi. Quand vous voulez devenir un village où tout est cher. Pour lutter contre les groupes armés terroristes, l'armée ivoirienne a procédé lundi 1er mars 2021 à la création de la zone opérationnelle Nord. De nuit comme de jour, les soldats s'adonnent à leur ronde de surveillance pour s'assurer que l'ennemi est bien loin. Dans les prochaines semaines, les soldats occuperont ce vaste camp en construction sur plus de 5 hectares. Une base qui renforcera leurs actions. Dans le nord de la Côte d'Ivoire, la lutte contre le terrorisme n'est pas militaro-centrée.
L'armée ivoirienne adopte une approche globale avec les populations au cœur de son action. Les soldats de l'armée ivoirienne en poste à Kafolo, à Tougbo et à Teini, ces localités qui ont connu des attaques terroristes, bénéficient auprès des populations d'une aura considérable. Un atout majeur dans la proximité souhaitée entre l'armée et les populations pour venir en bout du terrorisme. Ce matin, la zone opérationnelle nord de l'armée ivoirienne est visitée par le Premier ministre Patrick Achi. Une minute de silence en la mémoire des 16 soldats ivoiriens tombés dans la lutte contre le terrorisme avant de s'enquérir de l'avancée de la lutte. Les actions menées profitent beaucoup plus à la population qui est au centre même de la lutte contre le terrorisme. Et ces actions-là, elles sont de plusieurs ordres. Il s'agit notamment d'actions de développement axées autour de la construction et de la remise en état d'infrastructure de base dans plusieurs domaines. Pour lutter contre le terrorisme dans le nord, à la lisière de la frontière avec le Burkina Faso, l'État ivoirien et ses partenaires viennent d'inaugurer cette antenne téléphonique. Une antenne qui va améliorer le réseau, faciliter la communication et la collaboration entre les soldats, mais aussi entre l'armée et les populations. À l'instar de Kafolo, le village de Tougbo a lui aussi été victime d'une attaque terroriste dans la nuit du lundi 7 juin 2021. À la sous-préfecture de Tougbo, les conséquences du terrorisme au Burkina Faso voisin se font ressentir. Le village enregistre aujourd'hui plus de 6 000 réfugiés, tous ayant fui le terrorisme. Seulement pour cette journée du lundi 24 janvier, la sous-préfecture de Tougbo a enregistré une trentaine de réfugiés, ce qui en rajoute à la longue liste des quelques 6 000 personnes qui fuient le terrorisme grandissant dans la région des Cascades, au Burkina Faso voisin, ici à l'extrême nord de Tougbo. À peine arrivées, ces populations sont automatiquement enregistrées par les équipes de la sous-préfecture, un acte qui permet de les suivre durant tout leur séjour, ici, dans la localité. C'est à cause des djihadistes que nous avons fui. Nous sommes en Côte d'Ivoire pour chercher un refuge. Nous n'avions pas peur au départ, mais ils sont arrivés dans nos villages et ont tué certains de nos parents. Voilà pourquoi nous sommes venus ici. Des réfugiés accueillis par les populations de Tougbo selon un mode opératoire mis en place par la sous-préfecture pour éviter que de potentiels terroristes ne s'y infiltrent. Je m'occupe d'enregistrer les réfugiés en leur établissant des cartes d'identification. Quand ils viennent, puisqu'ils sont intégrés dans les familles, donc on demande aux différents tuteurs de les faire venir à la sous-préfecture et nous, on recense les familles. La situation sécuritaire à Tougbo va de mieux en mieux. Les efforts de l'armée que salue le sous-préfet ont permis de rendre la localité fréquentable. Depuis que je suis arrivé à la tête de la circonscription de Tougbo, j'ai déjà parcouru tous les villages pour sensibiliser les populations à collaborer avec les forces de défense et de sécurité. Et ce qui se passe à Tougbo, je crois que la collaboration est bonne. Il y a même des activités que les militaires mènent avec les populations. La nuit tombée, aucune présence d'hommes dans le village. Tous ont regagné leur domicile depuis 20 heures, en respect du couvre-feu instauré pour mettre la main sur toute personne suspecte. Les attaques terroristes dans le nord de la Côte d'Ivoire surviennent 5 ans après l'attentat de Grand Bassam du 16 mars 2016. Les efforts conjugués des forces de défense et de sécurité et la collaboration des populations ont permis de combattre et faire reculer ces semeurs de désolation. Les populations vaquent donc plus sereinement à leurs occupations en construisant comme toujours leur bonheur autour d'actes simples, à l'image de cette journée de réjouissance à Kafolo où enfants, jeunes et vieux dansent au son du balafon. C'est l'heure d'avoir des échos de la CAN 2021. Bonsoir Gamblé. On a vu aujourd'hui de très belles couleurs au stade Yaoundé. Magnifique, une cérémonie de clôture, on va dire, qui sanctionne donc cette 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, bien évidemment. Alors, le ministre Paulin Claude Danho, ministre ivoirien des Sports, a été reçu par son homologue camerounais. Absolument, ami au Cameroun pour prendre part aux phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations et recevoir le relais de l'organisation de la prochaine ici en Côte d'Ivoire. Le ministre Paulin Claude Danho a été reçu en audience ce vendredi 4 février 2022 à Yaoundé
par son homologue camerounais Mouélé Kombi Narcisse. Pouvons-nous avoir ceci en image? Oui, absolument, les images. Oui, absolument. Au cours de cette audience, les deux autorités sont revenues sur le fondement solide de l'amitié entre les peuples ivoiriens et camerounais. Je pense que la réalisation ne nous a pas bien reçus. Nous allons donc évoluer. Les Lions de la Teranga se retrouvent pour la 3e fois en finale de CAN après 2 échecs en 2002 et 2019. Ils espèrent enfin ramener la coupe à Dakar. Un rêve pas facile à réaliser puisqu'ils affrontent le mastodonte égyptien. Ils avaient déjà la possibilité de prendre l'avance au score puisqu'ils ont eu un pénalty à la 6e minute, raté malheureusement par Sadio Mané qui devra faire fort face à son ami, à son coéquipier Mohamed Salah, tous les deux âgés de 29 ans. Aujourd'hui, malheureusement, l'un d'entre eux va gagner et l'autre va perdre. Donc, les deux ne pourront pas gagner. C'est une affiche très, très disputée en ce moment. 68% de possession pour le Sénégal qui a le pied sur le ballon. Et on verra ce que ça va donner en fin de partie. Le Sénégal court toujours après un premier sacre. L'Égypte a 7 trophées. S'il gagne ce soir, ce sera un 8e trophée continental. D'accord, on verra bien ce qui se passera. Merci Ngamblé, c'était un plaisir de vivre cette CAN en ta compagnie. Et nous serons avec toi, si Dieu le veut, de l'autre côté de la vie en 2023. Fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne soirée. À très bientôt.